Bonjour, docteur David Drummond. Vous êtes praticien hospitalo-universitaire pneumopédiatre dans le service du professeur Delacour à l'hôpital Necker à Paris. Est-ce que corticoïdes et cortisone, c'est la même chose? Alors, c'est pas la même chose, mais c'est la même famille. Ce qu'il faut surtout différencier pour moi, c'est les corticoïdes qui sont produits par le corps et les corticoïdes qu'on fabrique pour soigner des maladies. On a des corticoïdes qui sont fabriqués naturellement par notre corps au niveau de notre glande surrénale et ce sont des hormones. Et dans ces hormones-là, il y en a bien une qui s'appelle la cortisone, qui n'est pas l'hormone la plus active. La plus active, c'est le cortisol, mais on a bien une cortisone naturelle. Et puis de l'autre côté, on a des corticoïdes qui sont fabriqués par les laboratoires, qui ont une puissante activité anti-inflammatoire, qui sont de la même famille que ces hormones naturelles. Dans ces corticoïdes, on a des médicaments qui se déclinent et qu'on donne notamment en cas de crise d'asthme. Tous vont terminer par on parce que c'est un peu la même famille que la cortisone. Et donc, il y a plusieurs types de corticoïdes. Quand a-t-on recours aux corticoïdes inhalés? Donc les corticoïdes inhalés servent à diminuer l'inflammation des bronches. On veut diminuer l'inflammation des bronches dans l'asthme parce que c'est ça qui met à risque les adolescents qu'on suit de faire des crises d'asthme, puisque quand on a des bronches inflammées, elles vont être très susceptibles et le moindre virus ou allergène risque d'entraîner une fermeture des bronches et donc une crise d'asthme. Les signes d'alerte qui doivent nous dire qu'il faut commencer des corticoïdes inhalés, c'est soit des symptômes qui commencent à se répéter, c'est-à-dire quand on a plus que 2 fois par mois besoin d'un bronchodilatateur ou quand on se réveille une fois dans le mois parce qu'on a du mal à respirer. C'est une indication à la corticothérapie inhalée. L'autre indication, c'est quand on a fait une crise d'asthme en tant qu'adolescent, on a besoin d'avoir des corticoïdes inhalés dans les suites, parce que si cette crise d'asthme a eu lieu, c'est que nos bronches étaient inflammées. Et lorsque un asthme est mal contrôlé par une dose usuelle de corticoïdes inhalés, quelle est la stratégie? Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on passe à autre chose? Alors, il y a plusieurs stratégies, ça dépend des adolescents. Celle qui permet d'obtenir le contrôle de l'asthme chez la majorité des adolescents, c'est d'associer ces corticoïdes inhalés avec un bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc, c'est un médicament qui permet de maintenir les bronches ouvertes qu'on donne à ce moment-là en traitement de fond, matin et soir. Il y a d'autres manières de faire. On peut augmenter la dose de corticoïdes seul. Ça marche chez d'autres patients. On peut également ajouter d'autres médicaments qui peuvent avoir un effet chez encore d'autres catégories de patients. Lorsqu'on est vraiment bloqué parce que tous ces médicaments ne suffisent pas, c'est à ce moment-là qu'on recourt aux biothérapies, qui sont des médicaments injectables. Et là, on est dans le cadre de l'asthme sévère. Il y a beaucoup de réticence parmi les parents à l'utilisation des corticoïdes et j'aimerais me centrer sur les corticoïdes inhalés. Est-ce qu'à votre avis, cela est-il justifié de les craindre? Nous, en médecine, on raisonne toujours en balance bénéfice-risque. Donc, quel est le bénéfice que va retirer l'enfant ou l'adolescent du traitement qu'on va lui donner et quels sont les risques qu'on fait prendre à cet adolescent en lui donnant ce traitement. Chez les adolescents asthmatiques, ce qui est extrêmement clair, c'est que le bénéfice est largement, largement, largement supérieur au risque. Le bénéfice, c'est éviter des crises d'asthme sévères, c'est améliorer la qualité de vie, c'est pouvoir faire du sport comme tous les autres adolescents. Et pour quelques adolescents, ça va même être leur éviter la mort, hein, qu'on soit très clair. Souvent, les adolescents qui sont morts de crise d'asthme sont des adolescents qui n'avaient pas de corticoïdes inhalés au préalable. Donc, quand on commence à avoir des symptômes d'asthme de façon répétée ou quand on fait des crises, on a absolument besoin d'avoir ces corticoïdes inhalés. Les risques, ils sont mineurs. Pourquoi ils sont mineurs? Parce que justement, l'avantage des corticoïdes inhalés, c'est d'aller agir directement là où on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre une dose un petit peu plus importante puisque ça va agir au niveau des bronches et c'est absolument là où il faut agir pour l'asthme. Et au contraire, il va y en avoir extrêmement peu qui va passer dans le sang. En tant que pneumologue, ce qu'on veut éviter, c'est les crises d'asthme. À chaque fois qu'on a une crise d'asthme un peu sévère, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre des corticoïdes par la bouche. Et quand on prend des corticoïdes par la bouche, notamment quand ça se répète, c'est là où on a tous les effets secondaires, c'est-à-dire le sucre qui augmente, l'hypertension qui augmente, les effets sur les os, etc. Justement, l'avantage des corticoïdes inhalés, c'est de passer extrêmement peu dans le sang et donc d'éviter tout un cortège d'effets secondaires. On dit que ça diminue un petit peu la croissance. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai dans une mesure très limitée, c'est-à-dire que ça concerne des enfants qui sont souvent plus petits, entre 0 et 10 ans, plutôt que chez les adolescents. Chez D'accord, les adolescents, on a l'impression que globalement, ils poursuivent leur croissance quand même, corticoïdes inhalés ou pas, tant que les corticoïdes inhalés sont bien pris, c'est-à-dire selon les recommandations du médecin. c'est très clair. Donc en fait, les autres effets secondaires sont plutôt pour les corticoïdes par voie orale.
Exactement. Tout D'accord. l'objectif des corticoïdes inhalés, c'est donc d'éviter que ces adolescents prennent des corticoïdes par voie orale à l'occasion de crises d'asthme. Et y a-t-il des précautions particulières à prendre pour les utiliser, ces corticoïdes inhalés? Alors moi, je vois 2 précautions. La première, c'est qu'il faut bien respecter la technique d'inhalation parce que les personnes et notamment les adolescents qui ont des effets secondaires des corticoïdes, c'est souvent qu'ils ne respectent pas les consignes qu'on leur a données lors de l'utilisation de leur dispositif. Dans ces cas-là, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de produits qui se déposent dans la bouche et très peu dans les poumons et ensuite on l'avale et quand on l'avale, bah, ça va dans l'estomac et ensuite ça passe dans le sang et on a des effets secondaires sans avoir les bénéfices puisque ce n'est pas arrivé jusque dans les poumons. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se rincer la bouche une fois qu'on a pris des corticoïdes inhalés. Les corticoïdes ont un petit effet immunosuppresseur, donc ça diminue un peu les défenses. Il peut y avoir des petits champignons qui apparaissent au niveau de la bouche. Donc c'est pour ça que tous les enfants et adolescents qui ont de l'asthme et qui reçoivent des corticoïdes inhalés le savent. On doit se rincer la bouche. Donc souvent, moi, ce que je conseille, c'est de mettre son corticoïde inhalé à côté de sa brosse à dents. Et comme ça, matin et soir, on prend son corticoïde inhalé et ensuite on se brosse les dents. Et comme ça, on a fait d'une pierre deux coups. Donc, en fait, vous nous dites que les corticoïdes inhalés, ça ne doit pas être un frein à leur utilisation chez l'adolescent. Ça a été vraiment le médicament qui, à partir des années 70, a révolutionné l'asthme et a évité la mortalité chez l'adolescent. Donc c'est un traitement à recommander.